Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'invité du direct a le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Nazim Zouiouch, ancien président directeur général de Sonatrach. Nous allons évidemment parler du secteur de l'énergie qui nous intéresse évidemment beaucoup en Algérie. Monsieur Zouiouch, bonjour. Bonjour à tous, bonjour. Merci de m'avoir invité. Merci d'être avec nous. Hassan Hadouche ce matin aussi avec nous, de retour. Bonjour. On a eu une exception de voix la semaine dernière, on a raté un invité du direct. Voilà, oui. Bon, on va revenir. La voix était excellente la semaine dernière. Voilà, c'est moi qui étais malade. Ouais. Et on a donc le plaisir de recevoir Monsieur Zouiouch. Il y a un redressement du prix du pétrole sur les marchés internationaux. Est-ce que c'est l'effet de l'accord de blocage, de stabilisation de la production entre trois gros producteurs le mois dernier, le Qatar, l'Arabie Saoudite, le Venezuela, la Russie. Est-ce que c'est cet effet-là ou est-ce que ce sont d'autres éléments qui ont permis ce redressement? Voilà. Bon, il est certain que le pétrole avait atteint quand même des niveaux extrêmement bas puisqu'on avait crevé le plancher. Le plancher de $30, hein. On était tombé à 27, 28, je crois, au bout d'un certain temps. Et déjà ça a fait peut-être un peu tiquer tout le monde. Mais il est certain que le fait que quatre grands pays qui sont Venezuela, Arabie Saoudite, Russie et Qatar, Qatar c'est un moins gros. Émirats Arabes Unis. Émirats Arabes Unis surtout. Donc pour moi. Ont décidé de, non, c'est Qatar, c'est pas, il y avait les deux. Il y avait les deux, parce qu'ils sont réunis à Doha. Absolument. Ont décidé de geler leur production au niveau du mois de janvier. Il faut noter que le janvier, ça a été un record de production, hein, aussi bien pour la Russie que pour l'Arabie Saoudite. Hein, ça a été donc bon, mais il est certain que le marché pétrolier étant un marché extrêmement sensible aux annonces, ayant entendu cette annonce, un gel de la production, même si un gel à un niveau élevé de la part d'acteurs majeurs sur le monde pétrolier, a certainement influé sur le fait que nous avons vu repartir le pétrole qui aujourd'hui tourne autour de $40 à peu près pour le Brent et 38$ pour le West Texas Intermediate, le WTI. Alors l'effet dont on redoutait qu'il pondère cette annonce, c'est bien sûr le retour de la production iranienne sur le marché international. Il y a eu une polémique sur la capacité d'Iran à mettre de grandes quantités d'entrée. On a parlé d'1 million de barils jour. Oui, on a parlé d'1 million de barils jour. Il est certain, c'est un secret pour personne. L'Iran n'a jamais caché le fait que lorsqu'elle arriverait à trouver une solution pour la levée de ces sanctions qui l'obèrent depuis maintenant plus de 10 ans, elle considérait qu'elle a le droit moral d'augmenter sa production, 500 000 barils à mettre immédiatement sur le marché puisqu'elle elle dit qu'elle en avait la possibilité, et 1 million de barils pour plus tard. Aujourd'hui, l'Iran dit, moi, je ne pourrai discuter d'un gel de production car lorsque ma production atteindra 4 millions de barils par jour, hein, bon, une partie pour la production pour l'intérieur, une partie pour l'extérieur. Ce qui effectivement pourrait jouer sur le retour à une croissance normale des prix du pétrole. Mais si la réunion du 17 avril, parce qu'il y a une réunion des OPEC et non OPEC qui va se tenir à Doha cette fois-ci, à laquelle l'Algérie va participer, bien sûr, décide d'un commun accord d'un gel de la production, même au niveau de janvier, mais si c'est un gel extrêmement des niveaux quand même importants, puisque c'était des records de production, je le répète, aussi bien pour l'Arabie Saoudite que pour la Russie, va effectivement jouer vers, même si l'Iran maintient sa position en disant moi je continuerai à mettre au moins mes 500 000 barils supplémentaires sur le marché, certainement, ça jouera vers une augmentation des prix du pétrole sur le marché. Mais tout de même, Monsieur Zouiouch, tout de même, est-ce que une telle mesure n'aurait sans doute pas suffi si elle avait été décrétée au milieu de l'année 2015 ou au premier trimestre 2015, au moment où les producteurs non conventionnels, qui étaient ceux qui étaient ciblés par cette guerre des prix, étaient encore en phase de production maximale. Aujourd'hui, on dit que si ça a des effets, c'est parce qu'il y a une partie de la production non conventionnelle
notamment celle des États-Unis, qui est en train de sortir du marché. Est-ce que c'est vrai? Non, je reviens sur le fait. Quand j'ai commencé mon intervention, j'ai dit les prix du pétrole avaient percé le plancher de $30 et ça a fait réagir un peu les gens. Je pense que ça a été ça. Les gens ne pensaient pas que le pétrole allait chuter aussi bas, hein, et c'est pour ça que ça a nécessité probablement une espèce de prise de conscience. Maintenant, pour en revenir au pétrole, disons, non conventionnel, comme on l'appelle. Le pétrole supposé cher à produire. Le pétrole supposé cher à produire. Je voudrais vous dire d'abord une chose. Dès que les prix du pétrole ont commencé à chuter, ça on l'a vu dans la littérature journalistique, les coûts, les Américains se sont mis d'accord avec leur société de services ils ont réussi à diminuer, semble-t-il, moi je n'ai pas vérifié, mais c'est ce qui a été dit par tout le monde, de plus de 30%. Donc, ce qui a permis de maintenir la production de pétrole de schiste dans beaucoup d'endroits, si on a réduit les coûts de 30%. Maintenant, mais les forages ont baissé au milieu de l'année 2015. Les forages ont baissé, mais à partir du moment où les coûts baissent, les forages ont baissé, il y a eu moins de nouvelles mises en production, mais le flux de production d'avant était toujours maintenu à des coûts plus bas. Donc c'est ça qui est l'intérêt. Maintenant, il faut dire, quand vous me dites les producteurs de pétrole de schiste, quels sont les producteurs? À part les Américains, il n'y en a pas beaucoup d'autres, hein. C'est les seuls, hein. C'est les seuls qui ont réussi à démontrer qu'il y avait un schéma de production de pétrole de schiste qui pouvait passer la rampe à des prix certes élevés, mais qui pouvait quand même passer la rampe. Aujourd'hui, je ne pense pas que le pétrole la manière dont les choses ont été emmanchées aux États-Unis, je pense pas que le fait que le prix ait chuté, s'ils ont réussi à effectivement diminuer leurs coûts à ce niveau-là, il y aura toujours une production de pétrole de schiste. Peut-être qu'elle baissera un petit peu, mais ça va jouer, cette prise de schiste, sur le temps, parce que comme il n'y a pas de nouvelles mises en production à cause des prix du pétrole bas, effectivement, au bout de 3-4 ans, on verra probablement une chute du pétrole de schiste beaucoup plus importante et beaucoup plus prononcée. Conséquence, l'AIE est réaliste lorsqu'elle dit, l'Association internationale de l'énergie, que le marché pétrolier restera excédentaire jusqu'à 2018. Oui. Raisonnablement, c'est le cas. Alors maintenant, il y a aussi une autre raison, et ça, merci de me l'avoir rappelé, même si on a un accord à Doha le 17 avril, même si dans les cas les plus exceptionnels, on a une baisse de la production de 2 millions ou 2,5 millions de barils par jour de la part de tout le monde, ce qui serait souhaitable pour voir les choses repartir. Faut pas oublier une chose, c'est qu'on ne verra pas de résultats tangibles avant quelques mois. Je dis bien quelques mois avec un S, parce que il y a tous ces stocks qu'il faudra bouffer, hein. Pendant cette période de pétrole bas, tout le monde a stocké, comme disait un journaliste, toutes les baignoires et toutes les salles de bain sont remplies de pétrole actuellement. Oui. Tout le monde a stocké. Donc, il y aura tout ce temps à pouvoir d'abord évacuer tous ces stocks pour arriver à des stocks plus acceptables. Rappelez-vous ces stocks américains qui n'ont jamais atteint les niveaux qu'ils ont atteints au cours de l'année 2015. Donc, accord à Doha, chute des prix, chute de la production dans un avenir relativement proche de la production de schiste, ne verra pas le pétrole remonter. On ne verra, comme dit l'AE, quelque chose d'excédentaire jusqu'en 2017 peut-être ou 2018. Alors il y a une incidence. Cela dit, avec tout ce qui va se passer, et j'espère la réussite de la réunion de Doha, on verra quand même le pétrole continuer sur sa spirale ascendante, et on verra probablement en fin 2016 des prix autour de 50, voire peut-être un peu plus. Pour revenir à une moyenne, on va dire une moyenne annuelle semblable à celle de l'année dernière. Peut-être, oui, au moins semblable à celle de l'année dernière. D'accord. Alors, l'incidence sur le marché gazier, ça nous intéresse beaucoup. L'Algérie, plus producteur de gaz que de pétrole dans l'échiquier mondial. Alors, on a eu une alerte moi j'ai écouté monsieur Nordin là aussi, l'ancien ministre de l'énergie, qui nous a dit, qui a recommandé au management de Sonatrach, qui était présent dans la salle lors de l'assemblée, d'être pragmatique. Du symposium de l'association de l'industrie du gaz, il y a un mois, au mois de février. Il a dit, attendez-vous à une guerre des prix du gaz, avec comme acteur dans le rôle de l'Arabie Saoudite les gros producteurs de gaz. Le Qatar en particulier. Le Qatar en particulier, la Russie aussi. Et la Russie aussi. Il faut s'en inquiéter, monsieur Zououch. Oui. D'abord, la première chose, tout le monde, et ça c'est la tendance, les prix du gaz sont liés au prix du pétrole.
Donc, à partir du moment où le pétrole a baissé, le prix du gaz a baissé, ça c'est certain. Il était déjà assez bas. Oui, mais rappelez-vous, en Algérie, ça a baissé comme partout, nous on s'est toujours battu pour 3 choses, si vous voulez, les contrats à long terme, le take or pay et la liaison entre le prix du pétrole et le prix du gaz. Donc, il était tout à fait... Maintenant, effectivement, il y a le risque, et un risque certain, de voir des pays comme le Qatar ou des pays comme la Russie se battre pour leur part de marché. Et donc, se battre pour leur part de marché, ça veut dire le schéma du pétrole qui se renouvelle et qui se reperpétue sur le gaz. Les gens seront prêts à baisser leur prix du gaz pour pouvoir maintenir leur part de marché. On a vu déjà une première chose, c'est que il y avait un contentieux entre l'Inde et le Qatar pour une livraison de gaz. Finalement, le contentieux a été annulé. Il y a eu un accord. Les Qataris ont accepté de changer leurs termes contractuels en échange d'une augmentation des livraisons de gaz à l'Inde. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que Sonatrach soit obligé de faire des concessions de ce type avec ses clients européens? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nous avons un marché naturel qui est l'Europe du Sud. Et pour ce marché naturel, on a consenti beaucoup d'efforts. On a fait 3 gazoducs, n'oubliez pas. Un vers l'Italie, à travers la Tunisie, un vers l'Espagne et le Portugal, à travers le Maroc, et un directement vers l'Espagne, vers le sud de l'Espagne, le Medgaz. Donc, ce marché, il est tout à fait normal que nous essayons de le protéger, d'autant plus que nous avons des moyens d'export qui sont certainement plus concurrentiels par rapport au GNL que fournirait le Qatar, je suppose, parce que la Russie, elle, fournira par gazoduc aussi, bien sûr. Et donc, il est tout à fait normal, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut que nous soyons pragmatiques. Il faut rester ferme sur les principes, c'est-à-dire maintenir les contrats à long terme, mais qu'est-ce que ça veut dire le long terme? Est-ce que ça veut dire 20 ans, ça veut dire 15 ans ou ça veut dire 10 ans? Voilà où je dis il faut être pragmatique. Et il faut être pragmatique sur le take or pay. Bon, peut-être que si c'est nécessaire, quand je dis être pragmatique, c'est assouplir peut-être un take or pay, mais plus assoupli, mais maintenir quand même les principes. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, Monsieur Zououch, est-ce qu'on dirait qu'aujourd'hui l'Algérie, pour maintenir ses parts de marché en Europe, et notamment en Europe du Sud, elle devra passer par une décote un petit peu de son gaz? La décote, elle a lieu de toute façon à cause des prix du pétrole. Hein. Ça, c'est la première chose. Mais quand je dis que la Sonatrach et les gens, nos négociateurs doivent être pragmatiques, c'est que il faut s'adapter à la situation et tout faire pour essayer de conserver nos parts de marché. En particulier l'Europe du Sud, je répète, parce que on a consenti de gros efforts, on a fait des gazoducs, ce sont des investissements à long terme que nous avons fait. Monsieur Zououch, donc nos avantages dans le domaine gazier, vous considérez que c'est les infrastructures qu'on a construites, disons, les gazoducs qui sont fonctionnels aujourd'hui? En partie, oui. Alors, et en ce qui concerne les installations de GNL, oui. Quelle est leur destination? Quelle doit être leur destination? Moi, je pars du principe, les GNL, vous savez, qu'est-ce qu'on a comme GNL? On a une capacité de production de GNL. On a le GNL 1, le GNL 2, qui date des années 60, fin des années 60, début des années 70. On avait le Skikda aussi, qui est plus petit, qui datait aussi des mêmes années. Et on vient d'inaugurer un nouveau GNL, New Look, Arzeux et Skikda avant, puisqu'on avait eu l'incident à Skikda, on a refait une partie du GNL en New Look, et on a celui d'Arzeux qui a été mis en service, je pense, l'an dernier. Donc on a 4 complexes aujourd'hui, 4 complexes. On en a 2, on a Skikda et Arzeux. Mais il y a plusieurs unités il y en a plus, il y en a 1, 2, 3 même 4, il y a le GL0, un tout petit GNL, la fameuse Camel, qui tourne encore à Arzeux. Et on en a 2, un suivant l'ancien modèle, une partie, un seul GNL, mais une partie en ancien modèle sur Arzeux, sur Skikda, et un nouveau modèle qu'on avait fait avec KBR. Monsieur Zououch, vous venez de souligner que ces installations sont anciennes. Puisque vous avez parlé des années 70. Il y en a qui datent des années 60 et 70, et d'autres qui sont toutes récentes, toutes neuves. Est-ce que ça veut dire que c'est... Alors attendez, oui. je vais d'abord, après je viendrai sur le mode de fonctionnement. Traditionnellement, les GNL sont destinés à atteindre des marchés lointains, puisque nous avons l'avantage d'avoir un marché assez captif qui est l'Europe du Sud, et qui est proche, et nous l'avons alimenté en gazoduc. Bon. Ce qui n'était pas évident dans les années 60, ce qu'il l'est aujourd'hui.
Mais normalement, les GNL doivent être réservés à des marchés qu'on ne peut pas atteindre directement par gazoduc. C'est le cas actuellement. C'est le cas actuellement. La France. Bah oui. Oui. Parce que la barrière des Pyrénées. On a la France. Bon, mais la France, on peut quand même essayer de l'alimenter en partie à travers le Medgaz et en remontant à travers l'Espagne. C'était Il y a toujours cette barrière des Pyrénées. Oui, les Français ont refusé. Oui, mais enfin, c'est ça où il faut discuter, etc. Donc on livre maintenant les Français en Brontoire, etc. en GNL. On l'a livré à un moment la Belgique. Maintenant on ne livre plus. On livre un petit peu la Grèce. On livre la Turquie aussi en GNL. Et on fait quelques cargaisons vers l'Extrême-Orient aussi. On n'est pas très présent en Extrême-Orient aujourd'hui. Non, on se bat pour être présent, mais à mon avis, ça c'est une des raisons. Il faut se battre encore plus sur l'Extrême-Orient et je répète mon mot, encore être pragmatique, parce que c'est le marché le plus rémunérateur. Le marché de l'Extrême-Orient est probablement plus rémunérateur que le marché européen, par exemple. Alors, est-ce que pour revenir aux histoires de GNL, on a des vieilles unités GNL, on a de nouvelles unités GNL. Les nouvelles unités GNL fonctionnant ce que j'appelle un process sec, c'est-à-dire utilisant des turbines heavy duty, et les anciennes unités utilisant des turbines à vapeur. Ces unités qui utilisent des turbines à vapeur ont une autoconsommation qui évolue entre 15 et 20%. C'est-à-dire quand vous avez une unité de 10 milliards, eh bien vous brûlez en autoconsommation, vous utilisez 2 milliards de mètres cubes pour produire votre GNL. Par contre, sur les nouvelles unités, votre autoconsommation est de 5%. Donc vous voyez, il y a une différence d'à peu près 1,5 milliard. Alors, la préconisation, compte tenu de tout cela, c'est de dire ces unités qui d'abord ont maintenant 40 ans d'âge, elles datent des années 70, le GNL a été inauguré en 71, je crois, c'est 72. Oui, non, un peu plus tard, 78, je crois, 78. 78, ça fait presque 40 ans. Oui, ça fait presque 40 ans. Donc, et ces unités ont été déjà revampées une fois dans les années 90. Donc, bon, je pense que maintenant, il faudrait s'interroger sur le fait de les arrêter complètement, puisqu'elles sont extrêmement gourmandes et extrêmement en gaz, et les remplacer si nécessaire, s'il y a des marchés suffisants, par une nouvelle unité GNL qu'on pourrait faire à côté de l'unité GNL d'Arzeux ou une autre unité GNL à Skikda. Mais ça, c'est en fonction de l'évolution du marché. Comment va-t-on faire pour pouvoir conquérir des nouvelles parts de marché éventuellement et pouvoir alimenter un certain nombre d'autres pays avec des unités GNL, en dehors bien sûr des alimentations que nous faisons en gaz vers l'Italie, la France, l'Espagne, le Portugal. Monsieur Zouch, alors si je comprends bien, vous nous dites qu'il y a deux unités historiques qui font partie un peu du fleuron de l'industrie du on va les gaz, appeler historiques. Que vous recommandez de fermer. Oui. Parce qu'aujourd'hui, le prix du gaz, la rémunération du gaz à l'international ne justifie plus qu'on perde 20%. Voilà. Aujourd'hui, à partir du moment où il y a une nouvelle méthode technologique qui vous permet d'éviter de brûler, de consommer 1,5 milliard de mètres cubes de gaz par an, eh bien, vous arrêtez. C'est tout à fait normal. Parce que maintenant, on peut plus se permettre de pouvoir jouer avec les quantités de gaz. Le gaz c'est une matière qu'il faut économiser au maximum. Lorsque vous arrêtez, vous proposez d'arrêter. Oui. Est-ce que vous sévrez, est-ce que vous coupez un client ou est-ce que vous faites une opération où vous transférez les quantités sur une autre? Bien sûr, je ne coupe pas de clients. Je vous pose la question. Vous proposez d'arrêter une unité qui exporte. Oui, non. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on exporte? Combien on exporte, à partir de quelles unités on exporte, parce que je dis, c'est la mise en production de la nouvelle unité d'Arzeux qui est importante, qui elle peut pallier l'effort d'exportation qui était fait par les autres. C'est ça qu'il faut. Alors maintenant, si nous exportons des quantités supérieures à ce que peut produire la nouvelle unité d'Arzeux et la nouvelle unité de Skikda, à ce moment-là, on laisse une unité tourner ou une unité et demie parce qu'il y a plusieurs trains dans l'unité. Et c'est ça, on s'adapte pour faire en sorte d'utiliser le moins possible ces unités, voire jusqu'à les fermer si on a décidé soit si on a de nouveaux marchés, de construire une nouvelle unité GNL, soit Monsieur Zouch, vous nous avez corrigé tout à l'heure en briefing, vous avez dit c'est pas la première fois que vous faites cette proposition. Non, je l'ai écrit déjà, oui, je l'ai écrit. Quand?
il y a une année, oui, 2 ans. Oui, il y a 2 ans. Est-ce qu'il n'y a pas plus de chances que vous soyez écouté par les autorités aujourd'hui parce que tout simplement, il y a moins de gaz à exporter? Ah oui, bah j'espère. De toute façon, c'est ce que j'avais proposé, parce que j'ai dit que le gaz était une matière qu'il fallait avant tout économiser. Et quand je dis économiser, c'est pas l'utilisateur à travers. S'il y a d'autres moyens qui vous permettent, vous donnent le même résultat, qui vous permettent d'utiliser moins de gaz, il faut le faire. Très bien. C'est ça. Très bien. Le gouvernement s'est réveillé au mois de février avec un conseil interministériel qui nous a tous surpris, qui avait les allures d'un conseil national de l'énergie. Un conseil de l'énergie. Je sais pas pourquoi d'ailleurs ils lui ont pas donné ce statut. Bon, je pense qu'il n'y avait pas les mêmes membres. Il manquait des membres. Oui, c'était un problème protocolaire. Ouais. Et il nous a en même temps réveillé avec lui, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte pour la première fois dans le ton du communiqué que les situations étaient sérieuses et qu'il fallait faire un tournant important, réagir, économiser de l'énergie, produire plus en amont et surtout faire un tournant stratégique vers les énergies renouvelables. Comment vous avez réagi à cette réunion? Moi, ma réaction était positive, surtout que le fait on a utilisé le mot considérer les énergies renouvelables comme priorité nationale. C'est extrêmement important. Maintenant, ce qu'il faut dire, le mot a été lâché, la décision a été prise, il faut qu'elle soit suivie des faits. Parce que maintenant, vous avez des tas de détracteurs des économies renouvelables en disant c'est trop cher, etc., etc. Oui, c'est probablement. Vous savez, on a parlé du gaz non conventionnel. Le gaz non conventionnel, c'est encore beaucoup plus cher que le renouvelable. Et aujourd'hui, le renouvelable, on voit se développer dans le monde un certain nombre d'unités renouvelables qui commencent à être relativement concurrentielles. Je dis bien relativement concurrentielles. Maintenant, la deuxième chose qui me pousse à applaudir à cette mesure, c'est que enfin on a pris conscience du fait que, au point de vue renouvelable, nous avons des réserves qui sont quasi infinies. Je parle en particulier du solaire. On a des réserves en éolien ou en biomasse, mais en solaire, on a des réserves qui sont quasi infinies. Et il est tout à fait normal d'utiliser des réserves infinies. Il faut pas oublier que on parlera peut-être plus tard de nucléaire, mais qu'on parle de pétrole ou de gaz, le grand mot, c'est que ce sont des réserves finies. Un jour ou l'autre, elles vont s'épuiser. Et elles s'épuiseront probablement plus vite. Il nous reste moins à produire que ce que nous avons déjà produit, certainement. Par contre, avec le renouvelable, nous n'avons pas de problème de réserve. Mais pourquoi il y a eu le programme en 2011, le programme des énergies renouvelables qui a été redimensionné en 2014 avec l'arrivée du nouveau ministre. Mais on n'a jamais eu le sentiment réellement que c'était une priorité. Non, effectivement, on a beaucoup. Voilà, c'est pour ça que je dis. Le fait qu'on ait lâché le mot priorité nationale, lâché au niveau le plus élevé du pays, ça augure quand même une prise de conscience. Parce que jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé de renouvelables, mais on en a parlé, c'est tout. Mais en réalité, quand on regarde les résultats sur le terrain, on n'a pas vu beaucoup. On a fait une petite centrale hybride à Hasselmel. À part ça, on a fait quelques petits trucs à droite à gauche. On n'a rien fait. On n'a pas. Il y a quand même des chiffres qui ont été donnés récemment. Non, il y a des chiffres de prévision qu'on a donnés. Mais ces prévisions, qu'elles ont été réalisées ou non? C'est ça que je ne sais pas. Oui, nous on ne sait pas non plus, mais enfin, on a eu ici le DG du CDER qui nous a dit ça. Oui, et je crois aussi des déclarations du ministre de l'Énergie qui parle de 400 mégawatts qui seront en fonction très bientôt, c'est-à-dire 120 qui seraient déjà réalisés, et puis quelque chose comme 260. Oui, normalement, on avait parlé de combien? On aurait dû de 22 000. Ça c'est le programme 2030. Oui, d'accord. Oui, bon. Non, mais on a parlé pour 2020, on a parlé de 3 ou 4 000 mégawatts, je crois. 4 000 pour 2020. Voilà. C'est ça que je ne vois pas, moi, si vous voulez. Les 100 mégawatts, 150 mégawatts, je veux bien. C'est probablement on va les faire. Mais vous n'avez pas de l'idée qu'on a beaucoup parlé de renouvelables, solaire en particulier, mais qu'on a eu beaucoup de réticences en disant c'est trop cher. Il y a le problème aussi de l'intermittence, puisque la nuit on peut pas utiliser de solaire, alors que maintenant il y a d'autres moyens. On parle de stockage. On a l'hybride, puisqu'on a du gaz. On peut faire des centrales hybrides. Vous pensez que c'est vraiment l'atout de l'Algérie? C'est l'hybridation. Moi, personnellement, je pense que s'il y a une chose sur laquelle il faut consacrer nos efforts, c'est sur le renouvelable. Et le solaire en tête, bien sûr l'éolien, puisque nous avons des capacités avérées, mais surtout le solaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis pour mettre en œuvre cette priorité nationale?
depuis, ça, c'est un mois que ça a été décidé. Oui, mais depuis 2011, disons. Non, mais moi, je parlais depuis cette déclaration. Non, ça fait même pas un mois. Là. Même pas un mois, non. C'est pour ça que je dis, jusqu'à maintenant, on en a beaucoup parlé, mais on n'a pas vu beaucoup de choses réalisées. Maintenant qu'il y a une décision prise au plus haut niveau, avec un mot aussi fort que priorité nationale, il faut espérer qu'on va voir quelque chose se réaliser. Il y a le point de vue, il existe en économie, il existe chez Nebni, il existe chez des think tanks, il existe chez des spécialistes d'énergie qui disent que, en fait, il faut mettre le coût de l'énergie carbonée à son niveau réel, à la fois pour obtenir des économies d'énergie, mais aussi pour rendre compétitif le renouvelable. Parce que le renouvelable, aujourd'hui, il est étouffé. Quand on compare un chauffe-eau solaire à la maison et le gaz, il n'y a pas photo. Ou alors encore moins générer de l'électricité avec du solaire. Et donc le problème, il est là. Et tout le monde dit que tant que ça n'a pas bougé du côté du coût réel de l'énergie carbonée et de l'électricité générée par le gaz, en réalité, ça ne bougera pas beaucoup. Il est certain que, de toute façon, il y a une décision qui a été prise. Déjà, le coût de l'énergie va augmenter au niveau des foyers, au niveau du consommateur final. On a vu le prix de l'essence augmenter, on va voir le prix de l'électricité. Les nouvelles factures vont tomber, je crois, maintenant. Elles sont déjà tombées. Elles sont déjà tombées. D'ailleurs, les gens sont surpris de les avoir pas vues augmenter de façon sensible. Bon, ça a augmenté quand même. Ça a augmenté un petit peu. Bon, c'est ça. Bon, mais après, il faut s'attendre. Effectivement, il faut revenir à une augmentation régulière des prix de l'énergie. On peut pas se permettre de continuer à vivre avec des prix extrêmement bas, alors que nos réserves commencent à s'amenuiser et que surtout les prix sur le marché international sont beaucoup plus bas. Vous avez une dimension politique, puisque vous avez des opinions politiques et vous êtes proche d'un parti de l'opposition, donc vous êtes prudent sur ces questions-là parce que ça touche quand même au social. Mais vous avez toujours dit qu'il fallait le faire progressivement depuis 2005-2006. Augmenter les prix de l'énergie au fur et à mesure que les revenus des Algériens étaient en train d'augmenter. Là, je suis d'accord. Bon. On aurait dû commencer à le faire même à partir du moment où nous avons commencé à voir des embellis sur les prix du pétrole et du gaz, on aurait dû faire augmenter et les gens l'auraient moins ressenti et l'auraient moins subi comme ils vont le subir. Très bien. Alors voilà, c'était ça ma question. On a raté cette opportunité de le faire en douceur. Que faut-il faire aujourd'hui? On sait déjà très bien aujourd'hui que c'est pas suffisant, ne serait-ce que du point de vue du déficit budgétaire qui se dessine pour 2016. Les revenus vont être trop bas et donc d'où les tentatives avec l'emprunt national de financer ce déficit, etc. Est-ce que dans la loi de finances complémentaire qui se prépare, est-ce qu'il va pas falloir être beaucoup plus audacieux, donc beaucoup plus douloureux au niveau du rattrapage des coûts? Question. Oui, non, il faut quand même pas être beaucoup plus douloureux. Il faut maintenir la tendance à une augmentation régulière et régulée des prix de l'énergie, mais il faut pas. Il y a quelqu'un qui nous a surpris, Hassan Haddouche et moi-même. Désolé, c'est l'ancien ministre des Finances. Monsieur Abdelkarim Harshawi qui nous a dit, moi je mettrai une commission qui travaille de 3 mois en 3 mois pour les prix de l'énergie et qui ajuste de 3 mois en 3 mois. Oui, qu'on a juste de 3 mois en 3 mois, ou 6 mois en 6 mois, ou d'année en année, ça changera pas beaucoup. Mais ça veut dire qu'il y a la marge. Non, ce qu'il faut, c'est faire en sorte qu'il y ait maintenant une tendance à l'augmentation des prix de l'énergie de manière régulière et sans à-coups. Il faut pas. Moi, le terme qui me fait peur, c'est douloureux. Ça veut dire on va décider comme ça dans l'euphorie d'augmenter de 50%. Ça c'est pas bon. C'est pas ça qu'il faut faire parce que là, ça peut créer des problèmes. Mais si ou de 6 000% comme au Venezuela. Oui, non, mais ça, c'est, mais regardez le résultat que ça donne. Non, voilà ce qu'il faut éviter. C'est ça. Il vaut mieux faire des augmentations de 3-4% par an que d'être forcé de faire des augmentations de 50% de seul coup. Voilà ce que je veux dire. Est-ce qu'on aura encore le choix? C'est ça la question, en fait. Non. C'est ça la question. C'est pour ça qu'il faut d'ores et déjà profiter de la première augmentation qu'on a eue, qui est tombée, continuer à prévoir des augmentations en fonction des besoins et en fonction des nécessités, parce que il est plus possible en Algérie, et même si, alors, je vais très loin maintenant, il n'est plus possible maintenant de faire vivre les gens, de dire aux gens, même si demain les prix du pétrole remontaient à $100, à continuer à faire vivre les gens avec des subventions aussi énormes que nous avons eues jusqu'à maintenant. Ça, maintenant, il faut se dire,
j'espère que le pétrole va remonter à 50, 60, 80, 100 $, qu'on respirera, qu'on sera mieux, mais surtout qu'on retombe pas dans le même travers, qu'on dise pas, ça y est, le problème est réglé, il faut tenir compte de ça. Parce qu'on n'a pas tenu compte de la leçon de 86, alors il faut qu'on tienne le compte de la leçon de 2014 aussi. Donc, même si le pétrole augmente, et il finira par augmenter certainement, il faudra continuer à vivre toujours de la même manière, en évitant les subventions à tort et à travers, et en évitant aussi la déperdition de l'énergie de manière la déperdition, incohérente. Non, moi, Monsieur Zouèche, ce que j'ai retenu de la réunion du Conseil interministériel sur l'énergie, c'est trois décisions. Vous avez mentionné la première, priorité nationale pour les énergies renouvelables. Ça a été la plus frappante. Ça a été la plus frappante. Oui. Il y en a une deuxième que vous venez d'évoquer, c'est les économies d'énergie, etc. Oui. Et vous dites à travers essentiellement l'ajustement des prix, disons. Oui. Bon, il y a une troisième décision importante qui semble, enfin une recommandation importante qui a été prise et à propos de laquelle vous avez certainement beaucoup de choses à dire. C'est cette question de développement de la production, relance de la production, etc. Ouais, alors, est-ce que j'ai l'impression que ça on comprend pas bien. Le public algérien ne comprend pas bien parce que on a des annonces très contradictoires là-dedans. On nous dit que d'un côté on nous dit que depuis 2006 ça diminue régulièrement et de façon apparemment 2007, quasiment irrésistible, c'est-à-dire que ça continue. Les derniers chiffres encore qu'on a eu tout récents traduisent encore une baisse. Et de l'autre côté, on a un gouvernement, qui nous a un PDG de Sonatrach qui nous dit que là, on va relancer la production. On nous le dit depuis un certain temps d'ailleurs. On va retrouver qu'on va relancer. Alors, non, je voudrais consulter. Vous êtes très bien placé pour parler de ces questions-là. Oui. Est-ce que vous y croyez et à quelles conditions? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut relancer significativement la production et comment on fait? Oui, on peut. On a beaucoup parlé. On était plusieurs à écrire, à dire attention, on est en train de négliger l'amont pétrolier en Algérie. Il y a un certain nombre de gisements qui ne sont pas traités comme ils doivent être correctement. Et nous avons eu ce que nous avons eu, c'est-à-dire ces baisses de production régulières. Bon, vous avez des gisements qui ont besoin d'être traités de manière particulière. Je prends l'exemple de Hassim Saoud. Hassim Saoud, c'est 50 milliards de barils de réserves en place. On parle de taux de récupération d'aujourd'hui de 27 ou 28% en fin de vie. Vous savez que 1% d'augmentation de la récupération, c'est 500 millions de barils. 500 millions de barils, c'est un gisement géant. Or, l'augmentation de la récupération, ça il faut pas confondre parce qu'on a parlé sur Hassim Saoud de dire on a donné un contrat d'ailleurs, ce qui est une bonne chose, pour leur revamper, revoir un peu tout le réseau de collecte de Hassim Saoud. Ça c'est très bien, c'est une chose qu'on aurait dû faire depuis longtemps parce que il y avait des gènes de production parce que le réseau de collecte n'était pas assez adapté. Mais ça va augmenter le niveau de production, certainement, mais ça n'augmentera pas la récupération. Il y a une différence entre le niveau de production et la récupération des réserves. La récupération, c'est aller chercher des volumes qu'on n'aurait pas cherché. Voilà. Et ça, on les fait par d'autres manières. Bon. En traitant mieux et en manageant beaucoup mieux, parce que Hassim Saoud travaille en injection de gaz pour augmenter la récupération. La pression, et ça, donc, il faut mieux la maîtriser, mieux l'adapter pour faire en sorte qu'elle ait de bons résultats. Et puis, il y a beaucoup de réserves qui sont situées dans un horizon qui s'appelle le R2, qui est un horizon moins poreux, moins perméable, et c'est un horizon qu'il faut aller chercher, sur lequel il faut travailler, il faut aller forer, et ça, le traitement, c'est des forages horizontaux pour arriver à le faire produire. Donc on est à mi-chemin déjà entre le conventionnel et le non conventionnel. Dès qu'on parle il n'y a pas de fragmentation de la roche. Ma définition du conventionnel, c'est du pétrole qui a été produit par la roche-mère et qui a été expulsé et qui a été se loger dans une roche-magasin. Le non conventionnel, c'est le pétrole qui est encore dans la roche-mère qu'on va chercher dans la roche-mère. Or, tout ce qui a été expulsé et qui est sorti de sa roche-mère, c'est du pétrole conventionnel. D'accord. Bon, aujourd'hui, on vous dira, il y a des gens qui vous disent, le pétrole non conventionnel, c'est celui qu'on produit avec des forages horizontaux. Non, ça c'est pas, ça je suis pas. Ce dont vous parlez, ça demande des investissements importants. Est-ce que Sonatrach aujourd'hui a suffisamment d'argent pour faire tout ce dont vous parlez? Oui, elle peut le faire, ça. Oui. Non, je pense qu'elle peut le faire. Et puis, il y a aussi autre chose. Il faut pas aussi tourner le dos à la, comment dirais-je, à
à l'intervention de sociétés étrangères dans de bonnes conditions avec Sonatrach. Sonatrach a l'habitude de travailler. Le partenariat, un partenariat bien pensé et bien géré, c'est une très bonne chose. On a parlé cette semaine du retour du gré à gré, monsieur. J'ai lu, j'allais vous le dire. Oui, nous on est là pour poser ces questions avant que vous le dites. J'allais vous le dire. J'ai lu que Sonatrach était en train de discuter d'attribution de permis de recherche ou de développement, je pense que c'est ça aussi, en gré à gré. Ça aussi, j'ai eu l'occasion de l'écrire. L'Algérie souveraine n'est pas obligée de passer par un appel d'offres pour décider qui va venir travailler dans son. On s'est un peu piégé donc dans cette logique. Moi, je pense qu'un petit peu, oui, je pense. Alors que, à partir du moment où vous faites des contrats types, à partir du moment où vous faites un régime d'impôt qui est fixe, qui est connu, qui est discuté, qui est décidé au niveau du pays. À ce moment-là, vous pouvez toujours discuter avec X ou avec Y en fonction de la capacité. Vous savez quels sont ceux qui ont les capacités, etc. Et vous discutez dans ce cadre-là sans avoir à changer et faire avaliser après, si vous avez besoin de faire avaliser, par la plus haute autorité, le Conseil de l'énergie ou le Conseil des ministres, etc. Mais je vois pas en quoi l'Algérie souveraine est obligée de passer par des attributions par appel d'offres où elle peut avoir des petites sociétés qui viennent, qui donnent des conditions qui peuvent être intéressantes, qui après n'arrivent plus à les tenir par la suite. Je pense que cet exemple. Vous avez dit ça peut être des contrats d'exploration ou des contrats de développement. Ça veut dire qu'on peut donner à une compagnie étrangère, on peut confier à une compagnie étrangère le développement d'un gisement qui a déjà été découvert. Oui. Ça, qui est déjà en production. Ouais. Je prends l'exemple. On a donné un contrat à la société Sinopec sur Zaytine, qui est un gisement qui a été découvert dans les années 60, on lui a donné comme contrat l'amélioration de la récupération du gaz. C'est ce qu'on appelle ou les contrats en exploration pure ou des contrats à développer déjà découverts, bien sûr. C'est un avantage très important qu'on donne à une compagnie, parce qu'en principe, on lui donne un... on élimine le risque, mais ça se répercute dans la négociation. Je fais l'avocat du diable. C'est pas un avantage, c'est en fonction des conditions, parce que quand je vous dis il doit y avoir des contrats types pour l'exploration pure, des contrats types pour le développement de gisements déjà découverts. Et on tient compte de ça, bien sûr qu'on tient compte de ça. Monsieur Zouhouch, vous étiez président directeur général de Sonatrach lorsque BP est venu en Algérie en 1994. Vous avez été signataire en décembre 1995, le jour de Noël, le 24 décembre. Le 16. Ouais. Le 16, oui. À Hassim Saoud. Le contrat a été signé à Hassim Saoud. Et aujourd'hui, donc vous connaissez bien, c'est ce type de contrat, hein, c'était un gisement qui était déjà découvert, il s'agissait de le développer. Oui. En gros. Oui, on savait qu'il y avait du gaz. Voilà. On est dans ce type de... Et en gré à gré. Oui, en gré à gré. Donc vous connaissez bien... On a discuté des années avec eux. Voilà, vous connaissez bien ce process. Mais on n'avait pas... Ce que je dis maintenant, on a mieux, parce qu'on avait des contrats types. En ce temps-là, on n'avait pas de contrats types. D'accord, donc aujourd'hui, la partie algérienne est mieux confortée. Voilà. Très bien. BP a dit avoir retiré ses cadres ainsi que Statoil après l'attentat, ou la tentative d'attentat sur Khrebcha, qui est un site de production de gaz au nord de ce grand... Khrebcha, il faisait partie du contrat REG, Khrebcha, Tigantour. C'était les trois gisements qui faisaient partie. Du contrat de 1995. Et vous dites quoi? Vous dites que l'attractivité de l'Algérie est écornée avec ce type d'événement C'est pas un cadeau, c'est certainement pas un cadeau pour nous, c'est pas une bonne chose d'avoir eu ça, surtout après l'histoire du Tigantourine, qui a été quand même un point noir chez nous. Ça n'a pas été une bonne chose. Sonatrach dit qu'elle est en mesure d'assurer la continuité de la production. Ça, je pense qu'elle est capable. Oui. Ça, je ne me fais aucun souci pour ça. Donc le plafond, le rythme de production ne risque pas de baisser. Non, je pense pas. Je pense que là, la production sera maintenue. Ça posera pas de problème. Non. Par contre, le partenariat est intéressant pour vous permettre d'améliorer les choses. Parce que d'abord, il vous apporte les moyens financiers, comme vous parliez, vous répondez à vos moyens financiers, et puis il vous apporte quand même un certain know-how, il faut pas l'oublier. Pour ça, je dis, il est très bon de pouvoir négocier avec des gens dont nous savons parfaitement a priori qu'ils ont le know-how nécessaire, qu'on soit pas qu'on fasse pas un appel d'offres et arrive une petite société qui a beaucoup de bonne volonté, etc., mais qui n'a pas les capacités et financières et peut-être managériales et technologiques pour pouvoir répondre aux besoins, aux nécessités qui... C'est le risque du moins de 10 ans?
Et c'est le risque du moins-disant. C'est pour ça qu'il vaut mieux dire le mieux-disant que le moins-disant. Pour introduire mais là, encore une fois, autant je suis d'accord pour un appel d'offres pour le mieux-disant, pas le moins-disant, pour une usine ou pour quoi que ce soit, parce que là, puisqu'on fait de la préqualification au départ, etc. Mais pour la recherche et pour des contrats qui peuvent durer 30 ans, ce serait une bonne chose que Sonatrach et l'Algérie puissent choisir elle-même ses propres partenaires. Monsieur Zouish, je vais quand même profiter de votre présence. Vous êtes le premier responsable qui a dit en direct à l'antenne qu'il y avait eu un grand problème sur les rythmes de production et le respect des séquençages sur Hassi R'Mel. Oui. Moi, je profite du retour de Monsieur Chakib Khalil en Algérie pour évoquer ce dossier. Est-ce qu'aujourd'hui, techniquement, il est possible de rattraper les dérapages, parce que c'est comme ça qu'on doit les appeler, dans le respect des procès de production à Hassi R'Mel? Est-ce qu'on peut maintenir son plateau de production qui était pendant longtemps de 80 milliards de mètres cubes? 90 milliards, oui. Bon, écoutez, il est certain, je ne sais pas quelle est la situation aujourd'hui de Hassi R'Mel. Il est certain que Hassi R'Mel a probablement souffert d'un déficit de réaction de gaz. Hassi R'Mel est un immense gisement de gaz humide où nous avions décidé de faire du cyclage du gaz, c'est-à-dire produire le gaz brut, séparer le condensat et le GPL et réinjecter une partie du gaz sec qui en émanait et une partie qui était destinée à la vente et une partie qui était destinée à la réinjection. Pourquoi réinjecter? Pour maintenir autant que possible la pression dans le gisement. On n'arrivera pas à la maintenir au même niveau, elle baissera, mais elle baissera moins vite. Donc, combattre l'effet de remontée des eaux? Non. Premièrement, de condensation rétrograde qui vous diminue la récupération de condensat, donc de liquide. Et deuxièmement, en maintenant la pression à un niveau relativement élevé, éviter les arrivées d'eau qui sont jamais bonnes pour un gisement de gaz. C'est ça les deux. Et troisièmement, ça vous permettait aussi, en cas de nécessité, d'avoir un immense gazomètre aussi. Si vous aviez un moment, vous ne pouviez pas vendre votre gaz ou des problèmes, vous pouvez toujours ramener votre gaz du sud de Hassi R'Mel, le stocker à Hassi R'Mel, et puis attendre des jours. Ça, c'est stratégique. À la limite. Donc, et je pense que là, il y a eu un déficit de règles du cyclage, et ce qui fait que Hassi R'Mel a donc vu dans certains endroits des arrivées d'eau qui ont piégé en partie du gaz qui ne. Parce que ce qui se passe, c'est que le phénomène fait que les puits producteurs ne drainent de moins en moins de gaz et de plus en plus d'eau donc avec l'eau arrive du sel, ce qui gêne les installations, ce qui bouge, etc. Ma question c'était, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Est-ce qu'on a bon espoir de pouvoir réduire cette déplétion? C'est une déplétion qui s'est accélérée. Il y a des solutions. Je pense qu'elles sont prises. Je suis pas au courant, moi, de ce qui se passe actuellement. Je pense qu'elles sont prises. Mais il y a des solutions. Et je pense que on verra des résultats pour permettre de faire récupérer Hassi R'Mel à son niveau adéquat. On est malheureusement, on s'est beaucoup approché de la fin de cet entretien. C'est passionnant, évidemment. À chaque fois qu'il s'agit d'énergie et qu'il en s'agit avec un ancien responsable du secteur qui est toujours au fait de son évolution. Aujourd'hui, on sent bien, on va finir quand même avec quelques mots sur la gouvernance du secteur. On sent bien qu'il y a un malaise dans la gouvernance du secteur. Il y a eu un changement de ministre il y a à peu près une année. Le nouveau ministre, on sait pas, il est pas très visible, on sait pas très bien ce qu'il veut faire. Il n'a pas affirmé des priorités fortes. Il a fallu qu'il y ait cette réunion pour qu'on entende parler d'une priorité forte. Ouais. Le management de Sonatrach aussi, il se dit que il est pas très lisible. Moi, j'ai assisté à une conférence où j'ai pas compris ce que voulait faire Monsieur Amin Mazouzi. Parce qu'il l'a pas dit dans son intervention. Ouais. Vous dites quoi, vous, sur le secteur, sur comment... Non, il est certain que, moi, je pense que les gens qui sont en place ont les capacités pour pouvoir gérer la boîte. Amin Mazouzi connaît la boîte, il travaille depuis 20 ans à Sonatrach, toujours au même endroit, il connaît bien les choses. Khabri aussi connaît bien la société. C'est pas ça. Le problème, c'est que le problème à Sonatrach, c'est que les gens ont une espèce de reluctance à prendre un certain nombre de responsabilités. C'est ça qu'il faut essayer de dépasser, redonner confiance aux gens. Et je pense que c'est en train d'être fait actuellement pour leur dire, écoutez, prenez vos responsabilités, avancez, faites avancer les choses, prenez des décisions et ne vous contentez pas d'un travail de
de bureaucrates. La sentence du procès Khalifa 1, vous pensez que ça, Sonatrach 1, vous pensez que ça participe de ce retour à la confiance? Je pense à ça. Alors, on peut pas ne pas poser la question. Est-ce que le retour de Cheikh Ebrahim participe aussi au retour de la confiance? Ça, je peux pas vous dire. J'ai pas de réponse à ça. J'ai pas de réponse. Honnêtement, j'ai pas de réponse. Alors, toujours dans le secteur de l'énergie, Monsieur Abdelali Badache, qui est le directeur du CREG, le régulateur du secteur de l'énergie et du gaz, propose de retirer à National Gaz, il l'a dit la semaine dernière. Moi, j'ai trouvé ça très le développement des énergies renouvelables. Oui, pourquoi pas créer une structure. Oui, pourquoi pas. Enfin, selon quoi il rejoint un peu, je crois, Monsieur Boutelfa, qui passe beaucoup de temps à dire j'ai du mal déjà à générer de l'électricité conventionnelle au coût où c'est et j'arrive pas à faire du renouvelable en tous les cas au coût où c'est. Voilà. En tout cas, il faut envisager la possibilité de créer une structure adéquate. Peut-être la rattacher à Sonatrach un moment, mais puis après la faire voler de ses propres ailes. C'est possible que ce soit une solution. C'est en tout cas quelque chose à étudier. Monsieur Nazim Zouiouch, merci beaucoup d'avoir été l'invité du direct ce matin. Merci.